Désert d'Atacama au Chili. Difficile de l'imaginer en contemplant ce paysage lunaire, mais ici s'est déroulée l'une des catastrophes les plus impressionnantes de l'industrie minière. L'accident de Copiapó, où 33 mineurs se retrouvent soudainement coincés 700 mètres sous terre, sans aucun espoir de sortir. J'étais là, suspendu entre la vie et la mort. Et là, on s'est tourné vers le ciel et on a prié pour que Dieu nous vienne en aide. La grotte qui les enferme se transforme en un gigantesque tombeau. J'ai demandé à un médecin combien de temps une personne pouvait tenir seulement en buvant de l'eau. Ils m'ont répondu 40 jours. Que s'est-il passé ce 5 août 2010 pour que les 33 mineurs, pourtant habitués au travail en profondeur, basculent dans cette situation inimaginable? On était désespérés parce qu'on pensait que personne ne nous cherchait. On se disait, mon Dieu, on est foutus. C'était impossible de passer, même pour une fourmi. De quelle façon ont-ils vécu ce calvaire? Quelqu'un a dit « La situation est très difficile. Il faut rationner la nourriture. » Pour y répondre, nous avons recueilli le témoignage exceptionnel des mineurs survivants. Ils racontent leur histoire incroyable dans cet enfer noir et isolé. De leur entrée dans la grotte jusqu'à leur sauvetage qui a mobilisé des moyens exceptionnels et tenu le monde entier en haleine. On est arrivé à un niveau où il y a 2000 journalistes et dans cette effervescence, on attend le moment où ça va enfin démarrer. Plus on creusait de trous, plus on en apprenait sur le comportement de la foreuse. Il fallait viser un espace de 4 mètres sur 4, 700 mètres plus bas. C'est comme pointer une boîte d'allumettes depuis le haut de la tour Eiffel. Voici l'histoire de la mine de Copiapó. Une catastrophe hors de contrôle. Cette histoire débute au Chili, dans le nord du pays. C'est un désert de roches, le plus sec au monde, le désert d'Atacama. Un trésor pour le pays car au creux des dunes se trouvent des mines d'or et de cuivre. Le Chili est le 3e producteur de cuivre au monde et son économie est principalement basée sur le cuivre. Ça veut dire qu'il y a toute une économie autour, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les mineurs, plus tous les sous-traitants. La plupart de ces travailleurs vivent à Copiapó, à 700 km au nord de la capitale Santiago. Cette ville enclavée au pied de la cordillère des Andes est la capitale de cette région désertique. Copiapó, c'est une ville qui est, on pourrait dire, aux portes du désert d'Atacama. C'est une ville plate, poussiéreuse, avec, comme toutes les villes du Chili, des rues qui sont en quadrillé. C'est pas une ville très vivante, c'est pas un endroit où on va spécialement, sauf si on est mineur, où on travaille autour de l'industrie minière. Ce matin du 5 août 2010, comme souvent, Copiapó se réveille dans le brouillard. Carlos Barrios a 27 ans. Il est mineur depuis l'adolescence. Pour lui et ses camarades, c'est un jour de travail comme les autres qui commence sur le trajet de la mine. Je monte dans le bus, je salue les quelques amis que je rencontre, je demande des nouvelles d'un autre collègue qui allait venir travailler avec nous, et puis on prend la direction de la mine. Après avoir roulé quelques dizaines de kilomètres dans le désert, ils arrivent sur le site de la mine San José, une mine de cuivre exploitée depuis plus d'1 siècle. Il est 8 heures et les hommes sont prêts à travailler au fond de l'exploitation. Ils descendent en camion. Leur trajet dure 3 quarts d'heure. Le véhicule emprunte la route principale qu'ils appellent la rampe.
C'est un tunnel de 5 mètres sur 5, long de 8 km, qui descend en spirale. Il vrille les profondeurs de la Terre. Car le travail des mineurs se fait très bas, au-delà de 600 mètres sous la surface du sol, là où le terrain recèle encore des minerais inexploités. Ce jeudi 5 août 2010, les mineurs sont presque au bout des 8 km de la rampe, à 700 mètres en dessous de la surface. Pour tous, la matinée suit son cours. Chacun vaque à sa tâche. Ces images ont été filmées quelques jours auparavant par les mineurs eux-mêmes. Les mines de cuivre de la San José sont constituées d'une roche très dure et compacte. Il s'agit d'un type de granit que l'on appelle la diorite. Pour creuser dans cette diorite, il faut la faire exploser à la dynamite. Les mineurs sont avertis de l'arrivée de l'explosion par une sirène. Ce matin-là, tout va bien, à une exception près. Depuis quelque temps, la mine montre des signes de fatigue. Il faut dire qu'elle est exploitée par l'homme depuis 1889. La mine San José, c'est une vieille mine. On sait qu'elle est en mauvais état, elle est connue dans la région pour ça. Depuis quelques jours, des bruits inhabituels viennent de la montagne. Les mineurs disaient que la montagne était en train de pleurer, de craquer. Ces craquements que les mineurs ont entendus sont probablement dus à des mini-séismes, à des micro-séismes. Ces bruits inquiètent les mineurs et leurs familles. Georges Gaillet-Guillos était dans la mine ce jour-là. Et la veille, son frère l'a mis en garde. Il a prononcé ces mots. Fais très attention à toi, petit frère. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas comme d'habitude. La montagne n'arrête pas de gronder. Elle est en train de nous prévenir. De fait, non seulement la San José fait des bruits bizarres, mais en plus, très récemment, il y a eu un accident. Un mois auparavant, une roche était tombée sur un camarade et lui avait coupé la jambe. Et c'était tout près du lieu où je travaillais ce jour-là. C'est bientôt l'heure de la pause. Les hommes se dirigent vers la pièce de repos qu'ils appellent le refuge. On a commencé à descendre. Et sur notre route, on a entendu comme un bruit qui venait d'en bas. On a senti comme un genre d'explosion à l'intérieur de la mine, comme une onde qui se propageait. « 13h50. Ce que les mineurs pensent être une explosion est en réalité un gigantesque affaissement. En effet, la surexploitation de la mine a provoqué le décrochage d'une falaise géante de granit. Lors de sa chute, elle a écrasé les galeries sur plusieurs niveaux. Effrayés par le bruit, les mineurs ne perçoivent pas encore qu'ils sont en réalité pris au piège. Omar Reigadas est conducteur de machine. Il se souvient parfaitement de cet instant où tout a basculé. J'ai eu l'impression que mes yeux sortaient de mes orbites, que mes tympans allaient exploser et les vitres de ma machine, on aurait dit qu'elles gonflaient. Et là, j'ai vu mon camion envahi par la poussière. Après, on a senti comme des grands coups de tonnerre. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, et ça m'a énervé, parce que j'ai un caractère assez impulsif, c'est qu'ils avaient provoqué des explosions sans nous prévenir. Car dans les mines de cuivre, si les explosions font partie intégrante du travail, elles sont d'habitude annoncées par une sirène. Mais cette fois, pas de sonnerie. Les mineurs tentent de se frayer un chemin dans la poussière, en vain. À chaque fois que j'avançais, je recevais des jets de pierre. La montagne était comme éclatée de l'intérieur, et je courais. C'était comme dans les films, mais jamais je n'aurais pu imaginer que le danger puisse venir d'en haut et pas d'en bas. Désormais,
les mineurs savent que quelque chose de grave est en train de se passer. Toute l'équipe se retrouve sur l'artère principale de la mine, celle qui communique avec la surface. Et leur constat est sans appel. Il y avait un bloc énorme qui était tombé. Par la rampe d'accès, il n'y avait plus aucune possibilité de passer. Même une fourmi n'aurait pas pu se faufiler. La sortie était totalement bloquée par la roche. La route pour sortir est obstruée du sol au plafond et il n'y a pas d'issue de secours. Les mineurs sont pris au piège. Un collègue a mis sa main sur mon épaule et m'a dit « Mon vieux ». Sans dire plus. Une guillotine de pierre les sépare du monde des vivants. Et ils n'ont plus qu'un seul espoir de sortie. Devant le mur de pierre, les mineurs comprennent alors que si la rampe d'accès est bloquée, il ne leur reste qu'une seule option, les cheminées de ventilation. Par chance, certains d'entre eux, comme Carlos, ont débuté leur carrière comme mineurs artisanaux. Au Chili, on les appelle les piquineros. Ces hommes ont l'habitude de grimper dans des cheminées étroites pour chercher le minerai. Moi, j'étais piquinero. Comme j'avais cette expérience, j'ai dit aux gars, vous savez quoi? On va essayer de passer par les cheminées et monter pour voir ce qu'il se passe là-haut. Les cheminées sont situées entre les différents niveaux de la mine. Elles ont pour fonction d'assurer le passage de l'air, de l'eau, de l'électricité et du téléphone. Ces cheminées doivent être équipées d'échelles. Leur présence étant rendue obligatoire par la loi chilienne. Ces échelles, que Carlos se prépare à escalader, sont désormais leur unique espoir de sortir de cet enfer. Donc on a tout préparé, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'échelle. On s'est aperçu que les cheminées n'avaient pas d'échelle. Malgré la loi, les propriétaires de la mine n'ont pas fait les travaux nécessaires à la sécurité des travailleurs. Sans échelle, l'ascension comporte des risques immenses. Mais Carlos veut sauver sa peau et celle de ses camarades. Il prend donc une décision risquée et fabrique une corde de fortune avec un câble électrique. J'avais ce câble et j'ai commencé à grimper afin de fixer des barres de fer et nous permettre de monter. Ils sont montés accrochés à un câble électrique jusqu'à atteindre les niveaux plus hauts. Je me suis dit que j'allais y rester. Les morceaux qui tombaient étaient géants, tellement gros qu'ils provoquaient un souffle qui t'aspire. J'ai réalisé que je pouvais perdre la vie, mais je ne pouvais plus reculer. J'étais là, suspendu entre la vie et la mort. Et 2 niveaux plus haut, ils sont tombés sur le même bloc rocheux. Ils ont donc décidé de redescendre. Il était désormais évident qu'il était impossible de sortir par la rampe d'accès. Nous avons donc renoncé à sortir par les cheminées. Les mineurs voient leurs espoirs réduits à néant. « 16h30. Cela fait déjà 2h40 que les 33 hommes sont coincés. À son arrivée, l'équipe chargée de relever les mineurs constate qu'il y a un problème. De la poussière s'échappe des entrailles de la montagne et il semblerait que la rampe ne soit plus accessible. Plus grave, la ligne téléphonique qui permet de joindre le groupe de mineurs ne fonctionne plus. Face à l'urgence de la situation, les propriétaires n'ont plus le choix. Ils décident de prévenir les autorités. Nous prenons l'antenne pour vous informer d'un événement dans la mine de San José, située dans la 3e région, à 46 km de Copiapó. Cela fait 53 heures et 14 minutes que des mineurs sont prisonniers. Tout s'est passé jeudi dernier à 14 heures lorsqu'une explosion s'est produite. Désormais, tout le pays est au courant. Un grave accident minier a eu lieu dans le désert et personne ne sait s'il y a des survivants. De leur côté,
les hommes décident de s'abriter dans le refuge. Une pièce de repos située 100 mètres plus bas que le mur de granit. Ils lancent un plan d'action par étapes. La première chose qu'on a faite est une liste pour savoir combien on était. Savoir nos prénoms pour faire connaissance, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Et aussi vérifier où se trouvait la nourriture et savoir sur quoi on pouvait compter. Ils sont 33. Un chiffre lourd de conséquences. 33 hommes coincés, cela signifie 33 bouches à nourrir. Tout d'abord vient la question de l'eau. Elle est vitale. Leur bouteille d'eau potable étant déjà presque terminée, il leur faut trouver une solution au plus vite. On a dû sortir l'eau des conteneurs, de l'eau industrielle totalement contaminée. Dans cette eau-là, il y avait du pétrole, de l'huile, des résidus d'explosifs, des gants, des chaussures et de la poussière. Puis, malgré la faim qui les tenaille, ils décident de répartir les quelques provisions stockées dans le refuge. Quelqu'un a dit « La situation est très difficile. Il faut rationner la nourriture parce qu'on va y passer 1 jour, 3 jours ou peut-être encore plus. » En réserve, il n'y a pas grand-chose. Quelques boîtes de thon, des biscuits, un peu de lait. De quoi tenir quelques jours à peine. S'ils veulent survivre, les mineurs n'ont pas d'autre choix que de manger de très petites portions. Et justement, après 10 heures bloqués dans la mine, ils commencent leur rationnement. Nous avons commencé à manger avec une portion composée d'une cuillère de thon, plus un peu de lait, qu'on diluait avec de l'eau. Avec ce rationnement, ce sont moins de 100 calories par jour que les mineurs pourront ingérer. Bien loin des 3000 qu'ils prennent quotidiennement. Une situation d'autant plus difficile à supporter que les conditions sont extrêmes. Une chaleur de près de 50 degrés, un taux d'humidité de 90% et une incertitude cruelle. À la surface, sait-on seulement qu'ils sont prisonniers. Comme on n'entendait rien, on était désespérés, parce qu'on pensait que personne ne nous cherchait. On se disait, oh mon Dieu, avec cette entreprise, on est foutus. Mais ce qu'ils ne savent pas depuis le fond de la mine, c'est que 700 mètres plus haut, à la surface de la Terre, leur famille se démène pour les sortir de là. Jour 2, vendredi 6 août 2010. Le lendemain de l'accident, les familles, averties par la presse, débarquent sur le site pour en savoir plus. Très tôt, ces femmes, parce que ce sont des femmes, des épouses, des sœurs, des filles, il y en a un petit groupe d'entre elles qui allaient s'installer à la mine. Donc ça veut dire s'installer au milieu du désert, là où il y a la nuit des températures très basses, et faire un feu, être sous des couvertures et attendre et réclamer sans cesse ils sont vivants, sortez-les de la montagne. Malgré cela, les familles ont peu d'informations. Omar Esteban est le fils d'un des mineurs emmurés. Au fil des heures, c'était de plus en plus préoccupant. Il y avait beaucoup de tension, de nervosité. On n'avait aucune nouvelle d'eux, aucun moyen de communiquer. Et on nous faisait des rapports comme quoi ils allaient soi-disant bien. En réalité, les autorités n'en savent rien. Face à la pression populaire, le gouvernement chilien doit vite réagir, et pour cela, ils ont l'homme de la situation. 3e jour. Les 33 mineurs sont bloqués depuis maintenant 72 heures. Pour le gouvernement chilien, une chose est sûre, mort ou vif, il faut les localiser. Un homme est capable de cette mission, André Sougaré. L'ingénieur est chef de la sécurité de la plus grosse entreprise minière du Chili. Il va prendre la situation en main. J'ai été convoqué à une réunion au palais présidentiel. L'ingénieur est appelé en personne par Sebastián Piñera, le président de la République du Chili.
Le président Pinera a dit « Il y a cet effondrement et on n'a aucune idée de comment faire. À vous de jouer. » Il nous a fait un dessin et nous a montré la profondeur à laquelle les mineurs devaient probablement se trouver. Et il nous a donné quelques informations vagues sur la mine. Et puis il a demandé si c'était possible de les sauver. Là, on a répondu que les probabilités étaient très faibles. Cela fait déjà 5 jours que l'accident a eu lieu. L'incertitude est totale. On ne sait pas si les mineurs sont vivants. Et s'ils le sont, on ne connaît pas leur position exacte. André Sougaré n'a plus le choix. Il prend la décision de descendre au fond de la mine. À tout moment, un nouvel éboulement peut l'ensevelir. Une fois au fond, ce qu'il découvre va l'épouvanter. Après inspection, je me suis aperçu que ce n'était pas de la roche fragmentée en petits morceaux. En réalité, il s'agissait d'un très gros morceau qui s'était détaché de l'une des parois de la mine. Il tente alors de mesurer ce bloc de pierre. On a évalué ce qu'on voyait au niveau supérieur pour le projeter au niveau inférieur, de façon à savoir de quel volume on parlait. Et on s'est rendu compte que c'était un bloc qui pesait à peu près 700 000 tonnes et qui était toujours en mouvement. 700 000 tonnes, 2 fois le poids de l'Empire State Building. C'est la surexploitation des sous-sols qui expliquerait le décrochement de ce bloc. André Sougaré se renseigne ensuite sur la quantité d'eau existante au fond de la mine. Les mineurs de l'équipe de nuit le rassurent sur cette question. Il y a des stocks d'eau pour survivre quelque temps. Reste à savoir où sont les mineurs. Au moment de l'effondrement, les 33 étaient en train de travailler tout au fond de la mine, donc probablement en dessous du bloc. Il y a peut-être une petite chance pour qu'ils soient en vie. Si c'est le cas, ils sont sûrement dans une chambre de secours que l'on trouve dans les mines, appelée le refuge. On sait qu'il y a un refuge dans cette mine, qui est donc une pièce dans laquelle ils devraient pouvoir se protéger, mais on ne sait pas s'ils ont accès à cette pièce, au refuge. On ne sait pas non plus si les mineurs disposent de provisions. André Sougaré envisage alors le pire des scénarios et demande aux médecins combien de temps les hommes peuvent tenir sans manger. Je suis allé voir les médecins et je leur ai demandé combien de temps une personne pouvait tenir seulement en buvant de l'eau. Ils m'ont répondu 40 jours, mais que cela dépendait de la condition physique de chacun. Dans ma tête, je me suis dit, c'est le temps dont je dispose pour leur faire parvenir de la nourriture. Pour les secours, c'est le début d'un tragique compte à rebours. Une semaine s'est presque déjà écoulée. Selon les spécialistes, si les mineurs sont vivants, il reste maintenant 34 jours au secours pour les retrouver. Pour cela, ils n'ont qu'un seul moyen. Forer dans la roche depuis la surface et surtout bien viser le refuge au fond de la mine. Pour localiser les mineurs, ils vont faire appel à la haute technologie, la modélisation 3D. Marcelo Arancibia est à la tête d'une entreprise de modélisation destinée à l'industrie minière. Sa mission, cibler le refuge avec une précision millimétrique. Nous devions tomber pile dans un espace de 4 mètres sur 4 à 700 mètres de distance. C'est comme viser une boîte d'allumettes depuis le haut de la tour Eiffel. James Stefanich est le chef des opérations de forage. Malgré les vies en jeu, il est pessimiste. Creuser aussi profondément pour trouver un espace aussi petit relève du miracle technique. J'avais des doutes sur le fait qu'on puisse les trouver à une telle profondeur. Parce que c'est une toute petite cible à atteindre. Pour être honnête, je n'étais pas très confiant.
Mais il fallait quand même qu'on tente le coup. Pour augmenter les chances d'atteindre le refuge des mineurs, il faut percer tout azimut, comme dans un jeu de fléchettes. Il n'y a pas de temps à perdre, James Stefanich lance simultanément une vingtaine de forages de petite taille. Avec un peu de chance, l'un d'eux devrait arriver jusqu'aux mineurs. Je pense qu'ils ont pris une bonne décision à ce moment-là de faire plusieurs forages en même temps et dans des directions différentes pour augmenter la probabilité de tomber au plus tôt sur des survivants. Au fond de la mine, cela fait 8 jours que les hommes sont coincés. À ce stade, certains commencent à montrer de sérieux signes de faiblesse, et cela ne va pas s'arranger. Les vivres s'épuisent, et le groupe prend alors la lourde décision de se nourrir un jour sur 2. Quand tout à coup, le 13 août, vers 19h15, un bruit vient percer le silence. J'ai commencé à ressentir la percussion du marteau, qui parfois s'approchait, parfois s'arrêtait. Quand on a entendu au loin un bruit de sondage, ça a été une joie et un soulagement. On se disait, ils nous cherchent, on va peut-être sortir. Maintenant, ils vont vite nous trouver. Jour après jour, les 33 guettent le bruit des foreuses. On a commencé à entendre d'autres sondes qui approchaient et d'autres qui s'arrêtaient parce qu'elles n'y arrivaient pas. L'attente a été très dure. C'est terrible d'entendre le son de machines qui ne vous atteignent pas. Plus on creusait de trous, plus on en apprenait sur la formation de la roche, le comportement du marteau. Et avec toutes ces informations, on essayait d'ajuster au mieux nos tirs pour atteindre notre cible. Jusqu'au jour où, dans le refuge, un grondement s'intensifie plus que les autres. Est-ce la fin du calvaire pour les 33 ? Je me rappelle ce forage sur lequel on a fondé tous nos espoirs. On l'entendait juste à côté de nous. Seulement ce bruit si fort dans les sous-sols finit par s'éloigner. En réalité, les hommes de la surface sont allés trop loin. À 726 mètres précisément. Le sondage est passé à côté de nous, 74 mètres plus bas que là où on se situait. On entendait les fortes vibrations, mais on ne l'a pas vu. Et là, on s'est tourné à nouveau vers le ciel et on a prié pour que Dieu nous vienne en aide et qu'une des sondes arrive jusqu'à nous. Ce soir-là, le bruit des foreuses s'éteint, faisant place au silence. L'espoir quitte les hommes de la mine San José. Et pourtant, dans quelques jours, tout va changer. Nous sommes 17 jours après l'accident et 33 mineurs sont toujours bloqués à 700 mètres sous terre. Seulement aujourd'hui, ce n'est pas un matin comme les autres. Quelqu'un s'est écrié « Elle a percé !» À 6 heures du matin, la tige d'une sondeuse de petit diamètre perce le plafond de leur galerie. Quand la sonde a percé, vers 6 heures du matin, ça a été la folie. On s'est agenouillé, on a pleuré pour remercier Dieu pour ce moment. Enfin, on pouvait dire à nos familles qu'on allait bien et qu'on n'était pas blessés. Ces images ont été filmées par les mineurs pendant leur captivité. Passé l'excitation première, ils s'organisent. Comment laisser une trace de vie sur la foreuse avant qu'elle ne remonte ? À l'intérieur, dans le refuge, ils ont réfléchi, ils ont eu pour ça 17 jours pour réfléchir à comment réagir s'ils arrivaient à les localiser. Donc ils savaient que ce serait par éventuellement une sonde. Donc ils ont peint en fait cette sonde avec de la peinture rouge et ils ont mis des messages dessus qu'ils ont accrochés avec les moyens de fortune qu'il y avait.
Tout le monde voulait envoyer des messages. Tout le monde voulait peindre. Mais c'était difficile parce que l'eau coulait de la sonde et effaçait la peinture. Au total, il badigeonne la tige de la foreuse sur 1 mètre. Elle remonte alors en portant dans son ascension l'unique espoir de survie des mineurs piégés dans leur tombeau de pierre. Mais ces messages vont-ils résister à ces 700 mètres de remontée? Rien n'est moins sûr. Quelques heures plus tard, à la surface, la sonde émerge enfin des entrailles de la Terre. Pour le chef des opérations de sauvetage, a priori rien d'inhabituel. Sauf peut-être cette petite tache rouge. Le premier signal qu'on a vu, c'était la tige colorée en rouge. Et ce n'était pas logique qu'elle sorte comme ça. Pour moi, c'était le premier indice qu'il y avait au moins une personne vivante. Une personne, au moins, avait peint cette tige. Et ce n'est pas tout. 2 papiers ont résisté à l'interminable remontée dans le tunnel de granit. Et l'un d'eux comporte une inscription au feutre rouge. Ce message disait « Nous allons bien dans le refuge », signé les 33. Le message disait tout ce que nous avions besoin de savoir à ce moment-là. Comment allaient les mineurs, où ils se trouvaient et combien ils étaient. Quand nous avons pris connaissance de tout ça, ça a été une joie immense de savoir qu'ils se trouvaient là. En attendant la sortie de ces mineurs, le pays célèbre l'incroyable nouvelle. Les 33 sont vivants. Mais le plus dur reste à venir. Et l'un des paramètres principaux pour une éventuelle remontée est de connaître leur état de santé. Pour le savoir, André Sougaré envoie une caméra au fond pour communiquer avec eux. La première chose qu'on a vue sur l'image, c'était le visage du chef de service qui était responsable des mineurs en bas. On a vu sa tête qui fixait la caméra. Cette image, beaucoup s'en souviennent encore. Ce visage qui regardait la caméra l'air incrédule pour essayer de comprendre ce qui se passait de l'autre côté, à la surface. Sous terre, cette caméra, c'est un premier signe de délivrance. On s'était toujours dit que si on devait mourir dans la mine, on devait le faire dignement, fier comme un mineur chilien. Alors, nous nous sommes levés et nous avons chanté l'hymne national. On ne pouvait pas espérer mieux. 33 sur 33, c'était parfait. À partir de là, on savait où ils étaient. On savait qu'ils étaient vivants. Il n'y avait plus qu'à trouver comment les sortir de là. Mais remonter 33 hommes emprisonnés à 700 mètres de profondeur, soit 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel, est un défi technique que personne ne sait relever. La seule solution possible est de forer un trou pour y introduire une nacelle de la taille d'un homme. Cette nacelle est un cylindre de métal. Une fois le trou percé, elle sera descendue par un système de poulies attaché à une grue. Mais puisque la fabrication de cette nacelle et le forage risquent de durer plusieurs mois, il faut d'urgence répondre aux besoins vitaux des hommes.
Nous avons donc pu voir plus ou moins l'état dans lequel ils se trouvaient. On voyait qu'ils étaient sous-alimentés. Et donc notre première préoccupation a été de les nourrir. Les secours font donc 3 forages. Le premier servira pour la communication. Le second pour l'air frais. Et le troisième pour l'eau et la nourriture. Tous auront un diamètre de 16 cm. De taille réduite, ces puits ne prendront que quelques jours à forer. Une fois ces forages terminés, les équipes leur envoient des tubes cylindriques avec dans un premier temps une boisson énergétique contenant l'équivalent de 500 calories. Le tout dosé par des experts de la NASA. On envoie par ces tubes ce qu'ils appellent des palomas, ce qui veut dire des colombes, des petites boîtes. Et donc on envoie par là, au départ, de quoi les nourrir en liquide. Parce qu'ils ont pendant 17 jours quasiment rien mangé. Donc on ne peut pas d'un seul coup leur servir un plat gargantuesque. Et non, il faut y aller très progressivement. Les palomas sont envoyés par la voie de communication pour d'abord leur donner des aliments, et puis des habits, des chaussures, même des lits en kit. Tout pour améliorer leurs conditions de vie et aussi pouvoir les maintenir occupés afin que le temps passe le plus rapidement possible. De fait, cela va être long. Pour aller les chercher, il va falloir creuser un trou assez large pour laisser passer le corps d'un homme. Les plus anciens parmi les mineurs le savent déjà, ils sont très loin d'être sortis. On a eu des moments de souffrance, puis des moments de joie. Mais après, il restait l'attente. Combien de temps allait prendre le sauvetage, en sachant la difficulté de faire un forage d'un diamètre tel qu'on puisse tous rentrer. Tel qu'il est prévu, le sauvetage des mineurs peut durer de longs mois. Pendant qu'ils reprennent des forces, les ingénieurs en charge du sauvetage réfléchissent à la meilleure façon de les sortir de là. Pour optimiser les chances, 3 plans d'action seront menés en parallèle. 3 plans, c'est-à-dire 3 machines en concurrence. Le risque de bloquer un outil étant pas négligeable, il fallait pouvoir avoir tout de suite des plans B. Et là, ils ont prévu un plan A, un plan B, un plan C, avec des machines qui sont fondamentalement assez différentes. Le plan A est géré par une entreprise chilienne. C'est un monstre de 31 tonnes appelé Strata 950. C'est une machine qui commence par faire d'abord un premier trou, un premier forage de diamètre à peu près 30 cm et qui ensuite l'élargit. Dès le 30 août, la Strata 950 se met au travail. Elle creuse un puits totalement nouveau dans la roche. Sa tête de forage est constituée de 3 cônes rotatifs qui tournent et démembrent la terre. Ils sont munis de picots pour les terrains durs. L'outil de forage vrille la roche et progresse de 15 à 20 mètres quotidiennement. Mais en comptant les différentes manœuvres et la maintenance, le plan A n'atteindra les mineurs que dans 4 mois. En attendant, c'est au tour du plan B de débuter. James Stefanich est chargé de le mettre en place. Le plan B consistait à utiliser le trou que nous avions déjà creusé. Ainsi, on n'avait plus qu'à agrandir le trou existant pour y glisser la capsule et ramener les hommes à la surface. Il s'agit donc d'exploiter le forage qui a percé la galerie le 22 août dernier, puis de l'élargir en se servant d'outils de plus en plus volumineux. Un premier passage agrandit le conduit sur 30 cm, puis un second sur 70 cm de diamètre. La technique employée est la suivante. Un appareil spécial, composé de 5 marteaux, percute le sol dur et cassant. Lourde de 60 tonnes, la T130 Schramm est la foreuse de la situation. Elle peut progresser de 50 mètres par jour. Ainsi,
En 10 jours, elle a déjà rattrapé le plan A, qui lui, fore un puits totalement nouveau dans la roche et avance plus lentement. Mais ce plan a un défaut. Le risque, c'est qu'en utilisant le même forêt pour agrandir le forage, il se fragilise. Et si jamais il se casse, c'est toute la tête de forage qui reste au fond. Et si la tête reste au fond, il faut tout recommencer à zéro. De fait, les plans A et B vont mettre les machines à rude épreuve. Alors pour optimiser les chances de réussite, un troisième engin est convoqué dans l'Atacama par André Sougaré. Transportée en pièces détachées sur 37 camions, cette plateforme pétrolière suscite de grands espoirs chez les proches des mineurs. Ce plan C est une foreuse canadienne. Il y avait un plan C qui est une machine plutôt pétrolière qui va relativement vite aussi et qui forait tout de suite en gros diamètre. C'est-à-dire qu'elle creuse du premier coup le trou de 70 cm, assez large pour faire passer un homme. Qui va y arriver le premier? Pour les familles, finalement, peu importe comment ils y arrivent, l'important c'est qu'ils y arrivent le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. 700 mètres plus bas, les mineurs reprennent des forces et s'occupent comme ils peuvent. Sur ces images filmées par eux-mêmes, on les voit jouer au domino et plaisanter. Les mineurs savent que plusieurs opérations de sauvetage sont en cours. En revanche, ils ignorent que le pire est sur le point de se produire. Le 9 septembre, 10 jours après le début des forages, le plan A atteint péniblement les 200 mètres de profondeur et le plan B les 268 mètres. Lorsque, tout à coup, un fragment de la tête de la foreuse du plan B se coince dans la paroi, les techniciens vont-ils réussir à déloger les kilos de ferraille qui gênent? Ou bien devront-ils recommencer le forage à zéro? On a essayé de multiples outils. Des aimants, on a tout tenté. On ne voulait pas abandonner. Puis nous avons fabriqué une pince spéciale qu'on a envoyée en bas et avec laquelle on a réussi à retirer la pièce de métal coincée. Après, on a pu reprendre le forage. Au total, à cause de cet accident, le plan B est stoppé pendant 52 heures. Et pour les mineurs, l'attente est interminable. Cela fait maintenant plus d'un mois qu'ils sont bloqués dans leur prison de roche. Malgré tous les efforts de l'équipe de sauvetage, ils commencent à douter. Réussiront-ils à sortir? Le 9 octobre, la foreuse du plan B arrive la première. Il est 8h02 quand elle perce le plafond de la galerie. Le jour tant espéré est arrivé, c'est la fin, mais c'est encore un moment extrêmement périlleux. C'est le moment le plus scruté de toute cette histoire, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où il y a 2000 journalistes et dans cette effervescence, on attend le moment où ça va enfin démarrer. Mais il ne faut pas crier victoire pour autant, car le sauvetage s'annonce particulièrement délicat. Premièrement, un sauveteur devra descendre dans la grotte pour guider et assister les mineurs. Manuel González sera désigné pour cette tâche. Ensuite, l'ordre de remonter. Les plus forts psychologiquement devront en effet attendre que les plus faibles sortent avant eux. Et puis, il y a les conditions de l'ascension jusqu'à la surface de la Terre. Un par un, chaque mineur sera transporté dans cette nacelle, ici exposée au centre régional de Copiapó. Durant sa remontée, tel un astronaute, il pourra communiquer avec la Terre car le parcours ne sera pas sans risque. Éboulement, malaise, crise de panique ou blocage du système de treuil, un bouton d'alarme sera d'ailleurs à sa disposition en cas d'urgence et lui permettra de redescendre immédiatement.
Les mineurs auront aussi des lunettes de protection pour qu'ils ne soient pas aveuglés à leur sortie. Nous sommes le 12 octobre à 23h08. Manuel González est sanglé dans la capsule. 10 minutes plus tard, il débute sa descente avec sous ses pieds un puits haut comme un gratte-ciel de 170 étages. C'est l'opération de la dernière chance. Si le sauveteur ne parvient pas à rejoindre les 33, le sauvetage est compromis. Ma mission était très précise. Je devais vérifier que tout fonctionne, que la capsule se comporte comme c'était prévu, que le trou soit en bon état et que tous les composants de la capsule, l'oxygène, les lumières, la petite caméra fonctionnent bien. C'est parti. La capsule de sauvetage s'enfonce dans les entrailles de la Terre. Ça ressemble à ce qu'on entend dans un ascenseur. C'est très similaire. Il y a des frottements, bien entendu, parce que le puits, avec sa profondeur, n'est pas tout le temps uniforme. Le monde entier retient son souffle. Les images de la caméra qui filme le haut du tunnel durant la descente sont retransmises en direct à la télévision. « 5 minutes. 10 minutes. La capsule poursuit sa descente dans ce tunnel sans fin. Et tout d'un coup, après 17 minutes de trajet, j'ai vu le gars arriver. J'étais impressionné. C'était comme de voir l'homme marcher sur la Lune. Ça a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Je me souviens aussi de la sensation en arrivant. Il faisait chaud, ils étaient tous en short dans la mine. Les voir habillés comme ça, c'était comme rencontrer des naufragés. Tout d'abord, je me suis présenté. Et puis pour les mettre en confiance, j'ai sorti une bonne blague. Je leur ai dit, les mecs, vous n'imaginez même pas le bordel que vous avez foutu là-haut. À minuit 11, après 69 jours de captivité dans les entrailles de la Terre, le premier mineur est extrait du sol. Et cette victoire va se renouveler. 33 remontées, 33 victoires contre les profondeurs de la Terre. Devant les caméras du monde entier, l'émotion saisissante des familles qui retrouvent leurs proches. C'était comme voir des morts revenir à la vie. Personne ne pouvait croire qu'ils étaient vraiment vivants. C'était incroyable de les voir tous sortir un par un. Là, vous vous dites, mission accomplie. Je crois que de tous les jours heureux de ma vie, celui-ci, c'est l'un des plus forts que j'ai vécu. 25 heures plus tard, les 33 sont sortis, sains et saufs. Manuel González est le dernier à remonter à la surface. Sa mission est désormais terminée. Quand le sauveteur Manuel González est sorti, j'ai enfin pu souffler et penser à rentrer chez moi. Après 69 jours d'angoisse, c'est l'épilogue d'une catastrophe sans précédent et d'un défi technique inédit. Si les 33 mineurs de l'Atacama ont été sauvés, c'est avant tout grâce aux innovations technologiques imaginées par les ingénieurs. On a réussi à les ramener plus vite qu'on le pensait au début. On n'a pas mis en danger la vie des 33 emmurés et on n'a pas provoqué de nouveaux effondrements dans la mine
Donc, de ce point de vue, c'est un très beau succès, c'est une prouesse technique. On était 700 à travailler sur ce sauvetage et moi, l'une des choses que j'ai apprises, c'est que quand on a tous le même objectif et l'envie d'arriver à une solution, tout est possible. Considéré comme un héros, André Sougaret est aujourd'hui le directeur général de la plus grosse entreprise minière du Chili. Omar Regadas travaille pour une entreprise de location de voitures. Carlos Barrios est toujours mineur dans la région de Copiapó. En 2013, après 3 ans d'enquête, la justice chilienne a classé sans suite la plainte des 33 mineurs rescapés contre les propriétaires de la San José. Il n'y a pas eu de procès, faute d'éléments à charge. La mine, elle, se visite toujours, emmenée par Georges Gaillet-Guillos, devenu guide officiel. En revanche, elle n'est plus exploitée, trop dangereuse. Et dans le pays, elle est loin d'être la seule. L'activité minière au Chili continue et elle va se poursuivre je ne sais pas combien de milliers d'années de plus. L'extraction du cuivre et de l'or va continuer. J'espère que le monde a pris conscience de ce qui nous est arrivé et qu'on fasse en sorte que cela ne se reproduise plus. Désormais pour tous, Copiapó est synonyme d'une titanesque opération de sauvetage, mais aussi d'une catastrophe hors de contrôle.